Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Ils sont sortis 7 enfants des entrailles d'une même mère et 3 parmi eux sont donc non-voyants depuis la naissance. Au fil des ans, le mal qui ronge ces enfants s'est aggravé malgré les démarches engagées par les parents pour chercher la solution. Et hélas, le second cas de ce soir, de ce rendez-vous est donc celui de la petite Charline Grace, 18 ans, qui a perdu la vue alors qu'elle était en plein cours. Difficile pour elle de vivre jusqu'ici, 3 ans plus tard. La situation reste un véritable souci pour ses parents parce que ses parents n'ont pas de moyens. Ils ont également fait le tour de plusieurs formations sanitaires pour comprendre exactement de quoi elle souffre. Autant d'informations, autant de témoignages que je vous invite à suivre en première partie de cette émission. Regard social, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'ai dit, ils sont déjà sur ce plateau, ces enfants qui sont nés d'une même famille. Ils sont 7 au départ et 3 sont également nés non-voyants jusqu'ici depuis la naissance. On a dit Wawo Denis Ledou, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le téléspectateur. Vous êtes âgé de 26 ans, vous avez perdu la vue, en tout cas vous êtes né non-voyant. Au départ, ce n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Oui, je veux directement rectifier. Je ne suis pas né non-voyant, je suis né malvoyant. Au fil du temps, la situation s'aggrave. Apparemment, je suis au point d'être non-voyant. Ah oui. Alors, malvoyant au départ et aujourd'hui, la situation s'aggrave parce que pas de solution trouvée. À cause des moyens financiers. Oui. D'accord. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vos frères sur ce même plateau. Il y a bien entendu Gustave Léonard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous également, vous êtes né malvoyant. Je suis né malvoyant. Je suis déjà comme ça à 38 ans de souffrance. 38 ans. 38 ans de souffrance. Sans voix. À cause de... Mes mamans sont... Ma mère a parcouru d'autres hôpitaux avec ça. Jusqu'à là, ça n'a pas toujours... Je n'ai pas toujours eu de changement jusqu'à nos jours. La situation s'aggrave également. Ça s'aggrave toujours. Oui, aujourd'hui, vous ne voyez presque plus. Juste à peine. Oui. Je ne vois même plus. Alors, Frédéric Aimé, monsieur. Bonsoir également. Bonsoir, monsieur. Vous êtes dans la même situation que vos 2 frères. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vos parents disent? À cause des problèmes financiers, elle a pu faire de son mieux jusqu'à un certain niveau. Il n'y avait plus moyen. Elle a essayé de laisser tomber parce qu'il n'y a plus moyen pour avancer. Alors, depuis la naissance, vous êtes malvoyant. Oui, malvoyant depuis la naissance. Oui, et les parents n'ont pas cherché à trouver la solution au plus vite. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quand ils ont constaté, ils ont essayé de parcourir les hôpitaux avant nous. À un certain niveau, ils ont eu la carence de moyens. Eux ne pouvaient plus avancer. Raison pour laquelle la situation ne fait que s'aggraver. Et vous vivez comme ça, dans cette ambiance. Mais chacun de vous a trouvé quelque chose à faire quand même. Ah, on ne s'est pas pour trouver seulement juste un pain quotidien pour se débrouiller avec. Très bien. Et également, sur ce même plateau avec nous, vous allez d'ailleurs le constater, la petite Grace, qui est également avec nous, elle est âgée de 18 ans. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, votre cas semble différent, ou alors il est différent. C'est pendant que vous étiez en plein cours, en pleine composition, que le mal commence. Monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, je suis partie en vacances chez ma grande soeur. Mes règles ont commencé à sortir. Elle s'était assez coupée. Je suis partie à l'école le lendemain. Arrivé à l'école, j'écrivais comme
J'écrivais d'abord très bien. J'écrivais maintenant les lignes penchées. C'est là alors, le professeur voit. Elle me gifle. Depuis quand que tu écris comme ça? Je dis, madame, je ne vois pas bien. Tu as dit à ta mère? Je dis non. Elle dit ok, tu dois rentrer. Je suis rentrée, elle a vu ma mère et elle expliqua à ma mère. Ma mère appelle alors mon père. Mon père dit ok. Elle a monté à Douala. Nous sommes partis à l'hôpital général. On a vu que l'argent c'était énorme. C'est là où nous sommes partis à Acha. Acha m'a hospitalisé pendant 3 semaines. On payait la perfusion. C'est là alors nous sommes rentrés. J'ai vu ça allait un peu mieux. Je pouvais marcher, faire les courses. Mais ça a recommencé, le mal a encore recommencé. Nous sommes partis à la cantine. À la cantine, on a dit, bon, il faut l'argent. Mon père dit qu'il n'a pas l'argent. Nous sommes partis à Bali. Arrivé à Bali, on m'a fait l'examen. On a dit qu'on allait faire le scanner. Nous sommes partis faire le scanner à l'hôpital général. Alors, depuis que vous avez ce mal, vous avez arrêté d'aller à l'école. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Oui, ce matin-là, tel que vous avez dit à nos équipes, c'est que vous êtes parti de la maison étant bien portante. Oui. Oui. C'était bien portante. Mais ça arrivait à l'école que tout ça a commencé. Et vos menstrues ont disparu également depuis 3 ans. Oui, depuis 3 ans. Ça ne revient pas. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Que vous souffrez de quoi? Les médecins ont dit que j'ai une maladie dans la tête. Parce qu'on ne veut pas me dire, parce qu'on a dit qu'on ne doit pas pleurer. Parce que si on me dit tous les jours, je sens que je serai là rien que pour pleurer. Parce que quand je vais donc partir à l'école, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais j'ai vu que c'est Dieu seul. Et je crois. Je sais qu'il veut guérir. Qu'est-ce que vous dites à votre père souvent quand vous discutez avec lui par rapport à votre maladie? Vous lui dites quoi? Il ne peut même pas là-bas me dire. Il ne peut pas me dire. S'il demande, il va dire, ah, laisse tranquille. Tu vas guérir. C'est fini. Je suis obligé de rester aussi tranquille. De rester aussi tranquille. Alors, vous êtes allé à l'hôpital, on a parcouru votre carnet. Il paraît qu'on vous demande beaucoup d'argent pour la prise en charge parce que un diagnostic a été posé. Oui, ils demandent beaucoup d'argent. Mes parents, l'argent qu'ils avaient, ils ont fait les examens. L'argent est fini. Maintenant, nous sommes venus ici là pour que on puisse nous aider. On puisse me soigner. L'argent est fini en haut. Du coup. Vous voulez retourner à l'école? Vous étiez élève en 3e année, il faut le rappeler quand même. 3e année technique. C'était quoi la spécialité? Comptabilité, STT. Vous êtes énormément gêné de savoir que vos camarades vont à l'école. Vous ne pouvez plus aller à l'école parce que vous ne voyez pas mieux. Monsieur, j'ai même déjà eu la jalousie avant mes camarades. Je ne veux même plus les voir. Parce que quand je les vois, ça me fait mal. Ou ma petite soeur qui dit qu'elle veut ramasser quelque chose, je tombe, elle veut me relever. Je dis non, laisse-moi. Elle dit que tu ne vois pas bien. Je dis seulement, laisse-moi, je vais marcher moi-même. Ça me perturbe. Parce que ma petite soeur m'a arrêté.
Ça me fait mal. D'accord. Ça me fait mal. Denis, vous êtes également, vous avez aussi arrêté l'école malgré les efforts que vous avez fournis. Vous êtes âgé de 26 ans, vous avez une licence trilingue, français, anglais, espagnol. Évidemment. Et comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-là? Oui, comme je venais d'expliquer tantôt, j'ai dit je suis né malvoyant. Alors, les parents se sont battus pour nous soigner. Ils nous ont amenés dans beaucoup de formations hospitalières. Malheureusement, on n'a pas pu nous soigner à cause de moyens financiers. Alors, je me suis battu tout seul par l'aide, grâce aussi au frère aîné qui est aujourd'hui non-voyant. Il s'est battu en faisant tout simplement les chaussures. Il m'a envoyé à l'école. Alors, quand j'arrive à l'école, beaucoup de camarades se moquaient de moi. Je n'arrivais pas à prendre de notes. Je suis allé fabriquer moi-même en personne. Je suis allé fabriquer un tabouret avec lequel j'essayais de rapprocher. Donc, je posais devant, je rapprochais au tableau. Jusqu'à là, je ne parvenais pas. Hein, ce qu'il faut aussi dire ici, c'est que j'étais presque chanceux parce que Dieu m'avait doté d'une grande capacité de rétention. Je ne parvenais pas à prendre de notes, mais j'ai capté tout simplement tout ce que les enseignants me donnaient comme leçon. Alors, à un moment donné, j'ai utilisé la torche en journée, il faut bien préciser. Ce qui dérangeait tellement mes enseignants, y compris mes camarades de classe. Ils n'arrivaient pas à comprendre. On se disait que j'étais un acteur de comédie. À un moment donné, grâce toujours à mes camarades, j'ai pu avoir le dictaphone qui me permettait de capter tout simplement le cours. C'est donc pourquoi je suis arrivé à obtenir une licence aujourd'hui en lettres trilingues espagnoles, c'est-à-dire anglais, français, espagnol. Mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts malgré tous ces efforts. Ce qu'il faut également préciser, c'est que ce n'était pas facile pour arriver à l'obtention de cette licence. J'ai fait 3 ans pour obtenir le BPC, 3 ans également pour obtenir le probatoire, 2 ans pour obtenir le baccalauréat et 4 ans pour obtenir la licence. Je veux dire, j'ai été tout simplement chassé de l'université à cause de la vue et à cause des difficultés financières. Alors, je voudrais rappeler ici que vous n'avez pas appris à étudier le braille. C'est l'école normale, comme tous les autres, comme des personnes qui voient normalement. Vous êtes accommodé à ce système-là, vous êtes finalement arrivé à votre niveau, mais sans avoir à étudier le braille. Évidemment, je n'ai jamais, bon, en fait, à l'école primaire, personne ne me parlait du braille. Jusqu'au lycée, je veux dire au secondaire, je n'avais jamais entendu parler du braille. Personne ne pouvait me dire, personne ne pouvait me outiller à ce niveau-là. C'est pourquoi je suis allé à l'école tout seul. Je me suis battu tout seul, avec beaucoup d'échecs aussi, pour obtenir la licence là. Gustave, vous n'êtes pas, vous avez eu votre CEPE à l'époque, aujourd'hui CEP, mais vous vous êtes lancé dans une activité qui est difficile quand même pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est-à-dire la cordonnerie. Non, monsieur, j'ai utilisé tout juste mon expérience pour vraiment tâter les chaussures comme ça. Si tu me donnes les chaussures, si tu tends les chaussures vers moi, si bien que je prends ça, si bien que je comprends là où se couper, ce que je dois me forcer à enfoncer les guilles sur ça jusqu'à tirer le fil jusqu'à coudre, si bien que tu peux quand même. Des fois, je coupe mon d'autres, on dit que tu n'as pas bien cousu, tu n'as pas bien cousu. À la longue, la personne voit que moi-même, je ne vois pas bien. Des fois, il prend ça, il passe sans me payer. Des fois, d'autres me jurent avant de voir que je ne vois même pas bien, avant qu'ils me demandent les excuses pour disant que en me juffant comme ça, ils ne connaissaient même pas que je ne voyais pas. Donc, c'est par bout d'expérience que je dis que je coule les chaussures. Ce n'est pas donc dit que je vois. Oui, mais ça fait plusieurs années que vous exercez cette activité. Et avec toutes les difficultés,
Oui, toujours avec ces difficultés. Je vous dis que j'ai déjà fait 38 ans de souffrance avec cette même difficulté sur moi. Puisque vous êtes né malvoyant, naturellement. Malvoyant. Frédéric? Présentement, ça s'aggrave maintenant. Jusqu'ici, vous n'avez jamais compris qu'est-ce qui vous arrive, parce qu'on n'a pas toujours trouvé... Nous n'avons aucune solution aussi à cause des moyens financiers. Raison pour laquelle nous n'avons pas encore une solution. Alors, lorsque Gustave naît, on constate quand même qu'il ne voit pas bien et on laisse prospérer la situation. On ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Vous également, vous naissez par après, et bien d'autres aussi. Mais seulement, vous n'êtes que 3 parmi les 7 enfants. Voilà. Oui, monsieur. Bon, la maman et le père, ils se sont débattus comme ils peuvent. À mi-chemin, tous les miettes qu'ils en avaient, c'est tout fini. Et avant qu'ils nous ont lâchés comme ça. Que seul Dieu est au contrôle de tout. Que c'est Dieu qui va nous garder pour lui. Alors, vous m'aviez dit que chaque fois que vous vous déplacez seul, c'est un véritable scandale. Vraiment, on a trop de problèmes quand on se déplace. Et on se déplace même juste à un endroit où on a été fréquent. L'endroit étranger, on ne peut même pas. Par exemple, où je suis là, si on ne me guide pas seulement, je ne peux même pas me déplacer ici là. Alors, à votre âge, vous ne savez pas ce qu'on appelle la canne blanche. Vous avez entendu parler? Bon, c'est que j'ai été vraiment couvert dans les sous-quartiers, je n'ai pas pu avoir vraiment une idée. L'idée est venue qu'à la fin, quand notre petit a pu avancer un peu au niveau d'études, avant que cette idée-là est venue après. À travers les camarades de classe, on a pu l'orienter, qu'il fallait faire comme ça là, faire comme ça là. Bon, et ce n'était pas aussi facile d'avoir la canne blanche à cause des moyens. Mais vous avez choisi une activité quand même. Vous vous battez, vous vivez de vous-même, personne ne vous aide. Vous parvenez à manger comment? Juste que, comme on dit, Dieu ne peut pas laisser mourir les oiseaux du ciel. Avec toutes les expériences que j'ai faites, j'ai pu trouver de quoi manger. Pas un truc qui peut me faire même soigner ma santé. C'est juste pour trouver le pain quotidien. Et c'est quoi votre activité? J'ai fait dans la canne à sucre. J'essaie de vendre un peu ça pour, avec toutes les difficultés que je rencontre sur ça, mais je m'efforce à trouver de quoi manger. Mais vous auriez dû faire autre chose aussi, en dehors de la canne, de vendre la canne à sucre. Je pourrais bien, mais avec ma maladie, je ne parviens pas à faire autre chose si je n'ai pas les moyens, si ça n'améliore même pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit lorsque vous avez fait le tour de quelques hôpitaux? On vous a dit qu'il s'agissait de quoi, votre mal? Donc, Denis? Oui, lorsque nous avons fait le tour des hôpitaux, on nous a fait comprendre que certains parlaient de la myopie, d'autres parlaient de la rétinite pigmentaire. En anglais, c'est rétinite pigmentosa. Ils nous ont parlé de rétinite pigmentaire congénitale, d'évolution progressive, des formations sanitaires. On n'a pas pu trouver des solutions? Ils n'ont pas pu trouver de solutions. Je dirais tout simplement à cause des moyens financiers. Tout simplement parce qu'on a dit on peut bien stopper cette maladie, on peut ralentir, on peut stopper. Malheureusement, il n'y a pas de moyens. Je n'arrive pas, même malgré tous les efforts que j'ai fournis pour fréquenter, je croyais que je pouvais ne serait-ce que sauver la famille. Et jusqu'ici, rien n'est fait. Je ne fais que vivre le désespoir. Je ne trouve même rien à suivre. L'activité que je mène, ça ne donne pas. Vous vendez quoi? Vous vendez les accessoires? Je vends les accessoires téléphoniques, les cartes mémoire et des petits radios. Mais cette activité n'est pas du tout facile, car
je n'ai pas un comptoir commercial, je ne suis qu'un débrouillard, un sauveteur. En bordure des routes, les gens me traitent de rien. Parfois, quand on m'appelle, on disparaît. Là, je ne suis même pas au courant. Certains m'orientent dans des fosses. Ou parfois aussi, on va jusqu'à arracher, on vole. Je n'arrive pas à joindre vraiment les deux bouts. Vous êtes tous trois nés malvoyants, et de cet enfant sorti des entrailles de votre maman. Vous vous dites souvent quoi? Que c'est la malchance? Oui, justement, c'est le prochain qui nous fait penser de la malchance. Parce qu'on fait tout, mais rien ne donne. Mais parfois, j'accuse l'homme. Parce que tout ce que j'ai fait, même à l'école, ça n'a jamais été facile. Quand j'entrais dans une salle, tout le monde levait les pieds pour que je puisse tomber. Même les enseignants me mettaient parfois hors de salle de classe. On me demandait toujours de me faire soigner avant de passer. L'école n'était pas faite pour les pauvres, simplement. Et depuis que vous êtes titulaire de votre licence, vous avez cherché de l'emploi? Vraiment, c'est vraiment déployable. Parce que depuis que je suis titulaire d'une licence en lettres trilingues, c'est-à-dire anglais, français, espagnol, je n'ai jamais pu trouver un petit métier, ne serait-ce pas suivi. Pour qu'on puisse me payer même 5 000 le mois. En effet, avant que je n'obtienne même cette licence, j'avais été même admissible à l'école normale supérieure de Bambili. Malheureusement, j'avais échoué le bac, puisque c'était sous réserve bac. L'année suivante, j'ai eu également les nièges. Malgré les moyens, je n'ai pas pu suivre, je veux dire, à cause des moyens, je n'ai pas pu suivre cette formation-là. Après cela, j'ai été plusieurs fois candidat aux multiples concours administratifs, malheureusement sans succès. Parfois, sous couvert du ministère des Affaires sociales camerounais, malheureusement, je reste toujours sans emploi jusqu'à nos jours. Vous avez eu la chance, vous avez au moins la canne blanche. Vos frères utilisent autre chose pour se déplacer. Oui, je dirais que vraiment, c'est la grâce du ciel. Parce que je ne savais pas qu'il y avait un outil qui pouvait tout simplement m'orienter. Mais grâce à une particulière, je veux dire à madame et monsieur Jean Kété, le secrétaire général de RDPC, j'ai pu obtenir cette canne qui me donne un peu du sourire aujourd'hui. Charline, vous êtes aujourd'hui désaxée, carrément, en marge même de tout ce qui se passe. Vous ne connaissez plus le chemin de l'école. Vous êtes avec votre parent tous les jours à la maison parce que il vous est impossible de pouvoir vous déplacer seul. Monsieur, on ne peut pas me déplacer seul. On doit me tenir la main avant qu'elle puisse me déplacer. Sans ça, je vais tomber. Je vais tomber. Et là, vous avez besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir être pris en charge parce que il y a un diagnostic qui a été fait, je l'ai dit, pour que tenter pour essayer de trouver la solution à votre maladie. Votre parent n'a pas d'argent. Monsieur, les moyens sont finis en route. Tout fini. L'argent qu'il y avait, on m'a amené dans les hôpitaux. On m'a amené dans les hôpitaux. Celui qui restait m'a encore amené à Bali. Ça là alors à Bali quand même parce que j'ai trouvé le but de la maladie. Maintenant, il faut m'opérer, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent maintenant? Ce que je peux dire à ceux qui me regardent maintenant, ayez pitié de moi. Je veux retourner à l'école. Je veux retourner à l'école comme tout le reste. Apprendre. Aider aussi ceux qui sont malades comme moi. Aider aussi ceux qui sont malades comme moi. Pour que c'est difficile? Très difficile. Gustave, vous avez sans doute un message. J'ai dit au peuple qui est en train de me voir que
qui est pitié de moi que j'ai déjà fait 38 ans de souffrance. Sans voix, 38 ans de misère, sans voix, sans rien au monde, par manque de moyens financiers. Si je voyais au moins ce quand même je pouvais faire aussi quelque chose ici sur terre. Frédéric, nous allons nous séparer. Oui, monsieur. Vous avez également un message aussi. Tout ce que je peux demander au public qui m'écoute et qui me voit, c'est de l'aide et pour nous soutenir au moins dans notre mauvais état que nous y trouvons à l'instant. De nous aider vraiment, car nous souffrons beaucoup. Vous vivez séparément, il faut le rappeler, et que de temps en temps vous vous retrouvez pour parler de vos problèmes. Oui, effectivement, nous vivons séparément, mais on se trouve de temps en temps pour parler vraiment de notre état de santé. On demande juste au public qui nous écoute, qui nous vienne en aide. Denis, c'est le même message. On va le le dire. message que je peux passer au public qui m'écoute, aux téléspectateurs qui nous voient, vraiment de faire quelque chose pour nous, afin que nous puissions ne serait-ce vivre comme les autres, pour que nous puissions trouver du sourire un jour. Je voudrais rappeler au public que nous qui sommes assis là, à commencer par le grand frère aîné, il n'a pas de femme, il n'a rien au monde, il n'a pas d'enfant, tout simplement à cause des moyens financiers. Même quand il a l'opportunité, la femme, tout simplement, s'en va à cause des moyens financiers. Il y a des gens qui vivent avec des femmes sans moyens, sans grand moyen. Est-ce que c'est simplement à cause de ça qu'il n'a pas de femme? C'est tout simplement à cause des moyens financiers là, qu'il n'a pas de femme. Parce que lui-même, il se pose beaucoup de questions. Comment il peut faire pour ne serait donner un petit sourire à celle qui pourra l'accepter? Peut-être parce qu'il est malvoyant. Parce qu'il est non-voyant aujourd'hui. Beaucoup même des filles même le fuient, tout simplement à cause des moyens financiers. Mais si on avait un peu de moyens financiers, je crois que on pourrait trouver nos épouses. Mais vous avez et puis aussi au monde entier, si on peut trouver quelque chose pour moi, ou peut-être l'emploi quelque part, je ne demande pas beaucoup, n'importe quel salaire, tout simplement pour que je puisse vivre, pour que je puisse aider aussi la famille. Et je rappelle aussi que même la maman qui a tout fait, aujourd'hui, elle se trouve avec un cancer du col de l'utérus. On n'a pas de moyens, seulement pour la soigner. On n'a aucun moyen pour la soigner. Ok, merci d'être venu sur ce plateau. Soyez-en sûrs, passer sur ce plateau, c'est un début de solution à vos difficultés parce que ceux qui vous regardent sont également aussi sensibles. Ils écoutent également avec beaucoup de peine ce qui vous arrive. Ils estiment et ils vont sans doute vous venir en aide. Et avec nos experts, nous allons tenter de comprendre un peu qu'est-ce qui vous arrive concrètement, pourquoi dans une famille, des enfants d'une même mère peuvent naître aussi malvoyants. Ce sont des réalités et même quelques vérités que nous aurons donc à découvrir au cours de cette émission, en deuxième partie précisément. Ils ont choisi chacun une activité à mener, malgré notamment leur handicap. L'équipe de reportage de Regard Social est allée vivre leur quotidien parce qu'ils sont aujourd'hui, ils se battent chacun de son côté, chacun veut au moins manger quelque chose venant de ses propres efforts. Avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa, je vous propose de suivre cette enquête menée dans l'environnement immédiat de ces derniers. Denis Lodou, Frédéric Aimé et Gustave Léonard sont trois frères issus d'un même père. Loin d'être une marche fantaisiste, ils sont tous les trois malvoyants. Ce sont des enfants nés d'une famille de 7 et dont les parents sont bien loin de connaître le même handicap. Les retrouvailles entre les trois frères constituent un véritable moment de concertation. Et c'est le cadet, par ailleurs moins affecté par la maladie,
qui guide ses aînés. Chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, c'est moi qui guide mes grands frères. C'est moi qui prends le devant, je les guide. Parce que mon champ visuel est un peu clair, plus que les leurs. C'est une situation qui dépasse l'entendement de toute la famille. Le père a dû quitter ce monde à cause des problèmes que rencontrent les 3 enfants. Denis Lodou, 26 ans, est le cadet des enfants malades. Il est titulaire d'une licence trilingue, français, anglais et espagnol. Faute de mieux, il est devenu vendeur à la criée des accessoires des téléphones portables et des récepteurs radio. Attention, les batteries qui font une semaine avant la chasse ici. Moins cher les écouteurs Android. Les écouteurs qui tournent comme le woofer moins cher. Moins cher les chargeurs. J'ai choisi des La trentaine et malvoyant a plutôt choisi le commerce de la canne à sucre pour survivre. Une vie pas facile aussi. Sollicité vendre la canne parce que je vendais les brosses à dents. C'était en plusieurs variétés et les gens me volaient. Je confondais parfois les prix. La brosse de 100 francs à 50 francs parce que je ne parvenais pas à bien voir, à bien différencier. Et aussi j'encaissais trop de faux billets parce que je faisais trop, on me donnait trop les billets. Raison pour laquelle dans la canne, je ne fais qu'avec les pièces, les 50-100 francs. Je n'encaisse pas assez de billets. C'est pourquoi j'ai sollicité faire dans ça, pour pouvoir suivre un peu. Et satisfait un peu mes besoins. Je n'inverse pas d'autres métiers parce que je n'ai pas une vision vraiment normale que ça peut me permettre d'exercer d'autres métiers. Avec la canne, je me débrouille un peu avec. Parfois, je suis en train d'éplucher comme ça, l'autre passe. Parfois, il me tend même sur la canne, on me tend même 25, on prend la canne de 50, on part avec. À côté des 2 premiers cas, Fopa Gustave, 38 ans, est plutôt cordonnier. Cette activité qu'il mène depuis des années est teintée d'obstacles et d'anecdotes. Je ne vois pas, mais quand tu apportes la chaussure vers moi là, si tu me donnes ça, je comprends comment la place est un peu gâtée. Par bout d'expérience, je cherche moyen à coudre ça. J'ai des problèmes avec certains gens. Et quand ils voient que moi-même je ne vois pas bien, ils prennent leurs chaussures, ils partent sans payer l'argent. Il y a des fois que je couds les chaussures, on me donne les chaussures comme ça, là, je couds. D'autres personnes viennent prendre disant que c'est leurs chaussures, or que ils ont fait la confusion. Moi, comme je ne remarque même pas comme je ne vois pas là, je fais la confusion sans connaître. J'ai manqué de quoi que je peux faire pour me défendre avant de choisir d'adapter les chaussures comme ça là pour manger. Gustave, dans sa posture d'aîné, s'est plusieurs fois engagé dans la vie sentimentale. Mais hélas. J'ai tenté un jour de me marier. J'ai cherché une fille un jour pour pouvoir la marier. Elle a vu que, à la longue, elle a vu comme je ne vois pas bien et je n'ai pas de moyens aussi. Elle est encore partie. Je suis toujours en train de chercher. Chaque fois que je trouve une fille, elle voit que je suis aveugle et je n'ai même pas de moyens. Elle me déçoit. J'ai abandonné l'école au cours moyen, au CM2, tout simplement parce que je ne voyais pas bien. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider pour que je cherche aussi moyen de continuer. Qu'est-ce qui a bien pu affecter cette famille qui compte 3 enfants malvoyants sur 7? Dans la famille, l'on estime que c'est une maladie génétique. Maman dit que son père même ne voyait même pas aussi comme nous. Même son grand frère même ne voyait pas aussi. Donc la maladie est comme ça, c'est une maladie héréditaire, la maladie familiale. Donc mon grand-père ne voyait même pas aussi. Donc nous sommes nés comme ça là. Non, notre maman voit bien. Même le père voit aussi. Ces enfants qui n'ont pas demandé à naître s'indignent. Ils regrettent d'être nés dans une famille à faible revenu financier. Et surtout, moins informés. Le mal qui dégrade leur vie aurait dû être stoppé si les moyens financiers étaient disponibles. Le regret pour moi, c'est tout simplement le manque de moyens. Parce que si on avait des moyens financiers,
les parents auraient pu trouver la solution à cette maladie. On devrait rencontrer les meilleurs médecins du monde. Là, on devrait trouver guérison. Plus le temps passe, la vision se dégrade, le champ visuel se réduit. Oui, je me rappelle bien quand je faisais la classe de Cécile, j'avais un tabouret. La vue était claire par rapport à aujourd'hui. J'ai joué moi aussi même au foot avec la vue faible. Mais aujourd'hui, je suis incapable. Je ne peux plus, je regrette à cause de ces difficultés financières-là. Quoiqu'ils ne soient pas les seuls à souffrir de cette pathologie, ils ont besoin d'aide pour pouvoir s'en sortir. Le quotidien de ces enfants, ils sont 3, nés dans une famille de 7. Ils sont non-voyants. Avec le temps, la maladie s'est davantage aggravée et aujourd'hui ils sont presque non-voyants. Et sur ce plateau, pour commenter et pouvoir apporter quelques propositions de solutions, nous avons des experts. Docteur Ngouanou Aronette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ophtalmologiste, c'est-à-dire que vous vous occupez des maladies de la vue. Oui. Voilà. Et vous êtes en service à l'hôpital La Quintine de Douala. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi le reportage, vous avez également suivi les témoignages de ces enfants. Oui, merci. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux téléspectateurs et un coucou aux malvoyants et à tous ceux qui sont non-voyants également et qui nous écoutent ce soir. Devant ces différents cas, ça nous fait penser aux maladies génétiques en général et plus particulièrement les maladies génétiques en ophtalmologie ou les maladies génétiques oculaires. Et de façon simple, nous pouvons dire que les maladies génétiques, ce sont des maladies qui sont transmises des parents aux enfants sans avoir demandé, sans avoir fait quelque chose de particulier. Donc, ce sont des anomalies au niveau des gènes ou des mutations qui se font au niveau des gènes et qui sont responsables des maladies du genre qu'on peut avoir chez ces 3 jeunes. Et pour ce qui concerne la jeune demoiselle, Grâce, nous pensons aux tumeurs qui sont souvent des tumeurs cérébrales qui compriment une partie du cerveau qu'on appelle le chiasma et qui peuvent être à l'origine des malvoyances ou des non-voyances ou des cécités telles que nous avons écoutées aujourd'hui. Ce sont des maladies qui nous font réfléchir et qui font généralement que même en tant que praticiens, nous soyons un tout petit peu embêtés de les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux, mais nous restons convaincus que même si on n'a pas la vue, la vie reste et nous devons garder espoir. Très bien. Vous allez davantage nous expliquer de quoi il est véritablement question après les récits que vous avez suivis. Docteur Kamta Claude Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurochirurgien, membre de l'un des syndicats les plus importants des médecins du Cameroun. Bienvenue. Merci. Vous avez un mot, a priori, après les récits? Après les récits, je voudrais dire qu'effectivement, c'est un drame, n'est-ce pas, de retrouver dans une famille, n'est-ce pas, pratiquement les personnes les plus, les aînés, n'est-ce pas, qui se trouvent dans des situations pareilles. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Et je pense que les pouvoirs publics doivent mettre vraiment un accent, n'est-ce pas, dans la prise en charge de ces patients, que ce soit sur le plan social, là, au niveau, n'est-ce pas, de l'école, n'est-ce pas, du travail et tout. Vous voyez un jeune qui s'est battu, il a eu une licence après avoir parcouru, fait des années, n'est-ce pas, de dur labeur, et aujourd'hui il se retrouve face à une situation où il ne peut pas faire autre chose
Hein, donc, je pense que les pouvoirs publics doivent se pencher beaucoup mieux, n'est-ce pas, sur le plan social, sur ce genre de patients. Très bien. Avant les pouvoirs publics, vous êtes des spécialistes quand même. C'est vous qui proposez des solutions. Oui, nous proposons des solutions et je pense qu'au cours du débat, on va essayer de démontrer, n'est-ce pas, la possibilité effectivement, n'est-ce pas, de la prise en charge ou de ce type de patient. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Bertin Tinda, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes coach expert en développement personnel. Vous êtes sur ce plateau justement parce que ces enfants, ces jeunes ont quand même des capacités à pouvoir faire quelque chose, mais faute de moyens, ne parviennent pas. Oui, effectivement, faute de moyens, tu l'as dit, ils n'arrivent pas, mais faute de moyens, on dirait, c'est tout simplement une excuse. Donc, je voudrais dire que le cas est un cas grave, c'est une situation grave, une situation alarmante, on le voit bien. Mais je voudrais également dire qu'ils sont sur ce plateau pour représenter juste un spécimen de tous ces enfants qui souffrent et qu'on ne peut pas voir et qui ne sont pas là aujourd'hui. J'ai juste une petite anecdote. Il y a un malvoyant, un non-voyant, qui un jour, ayant tellement souffert, a fait des prières à demander à Dieu, « Mon Dieu, est-ce qu'il y a un mal, une infimité qui peut être aussi grave que de ne pas voir ?» Le bon Dieu lui a répondu « Oui ». Il était surpris, il a demandé au bon Dieu « Quoi alors ?» Et le bon Dieu lui a dit « Le manque de vision ». Donc, une vision vous porte à beaucoup de choses. Nous avons des cas des personnes qui ont développé leur vision, qui ont une vue imagée de ce qu'ils veulent être demain. Ça leur permet de mettre sur pied un certain plan d'action pour leur vie. Parce que s'ils restent là, si nous restons là à regarder, à plancher sur la situation, on n'aura que des tonnes de larmes à verser ici. Et pourtant, il faudrait travailler à comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Comment est-ce que l'on peut faire autrement? Est-ce qu'ils doivent rester dans la situation ainsi? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour qu'ils puissent sortir de cette situation et se prendre en main? Ils ont tellement parlé de l'argent. J'étais un tout petit peu gêné parce que l'argent n'est pas l'unique richesse. Il y a la relation humaine, il y a l'expertise, il y a le matériel. Et l'argent vient en quatrième position. D'accord. Alors, vous allez nous édifier davantage. Le temps de présenter le dernier invité, Dr Yemi Racine, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes médecin et médecin-chef à l'hôpital Sébec à Douala. Effectivement. Vous recevez les patients, vous recevez les femmes enceintes. Est-ce que déjà à partir de la naissance, on peut comprendre que cet enfant est né malvoyant, par exemple? J'avoue qu'il serait un peu difficile de le dire comme ça de prime abord, mais il faut tout de même qu'il y ait un suivi. Alors je ne voudrais pas m'aventurer à dire ce qui ne peut pas, parce qu'il faut donner ce qu'il y a à César. Il y a ma collègue qui est là, qui peut apporter une réponse précise et claire. Mais après les propos du copanéliste Tinda, je pense qu'il manque quelqu'un sur ce plateau. C'est une personne des affaires sociales. Parce que là, comme l'a si bien dit M. Tinda, on a parlé d'argent. Bon, c'est vrai, il faut de l'argent, mais il faut amener ces derniers à pouvoir être autonomes. Et nous voyons qu'ils sont rejetés dans la société. Pourtant que ce sont des personnes à part entière qui ont des facultés. Parce que ils ont une limite. Ils ne voient pas bien ou pas du tout. Mais ils ont d'autres sens, ils sont plus développés. Il peut, attendez un peu, quand quelqu'un coud des chaussures, c'est un exploit. Il vend, c'est un exploit. On peut l'aider autrement à pouvoir être
autonome. Donc, comme le coach l'a si bien dit, l'argent c'est bien, mais je pense que s'il y avait aussi quelqu'un du ministère des Affaires sociales, n'est-ce pas, on aurait trouvé une issue pour qu'il puisse s'intégrer dans la société et être plus autonome, si je peux me... Très bien. Alors, la question que je vous ai posée, je la pose à Dr Ngwanou, pour comprendre un peu, est-ce que dès la naissance de l'enfant, on peut savoir qu'un bébé ou qu'un nouveau-né est malvoyant? Oui, je peux dire oui, parce que pour tout ce qui concerne les maladies oculaires, ophtalmologiques, qui sont d'origine génétique, on peut les classer. Et dans la classification, on a par exemple les malformations. Les malformations à la naissance qui peuvent être visibles. Ça peut être une absence de globe qu'on va appeler l'aneuphthalmie. Ça peut être le globe qui est beaucoup plus petit que la normale, qu'on appelle la microphthalmie. Ça peut également être le strabisme héréditaire, donc une déviation de l'œil qui permet de connaître que voici déjà des soupçons de telle ou telle autre chose. Ça peut être une dystrophie cornéenne. Et dans ce cas, ça fait partie également des maladies héréditaires. Ça peut être un glaucome congénital, une cataracte congénitale. Et quand on va un peu plus dans le segment postérieur, on peut retrouver également les dystrophies rétiniennes avec des atrophies des neuropathies optiques. Donc, cette panoplie-là, en faisant les examens à la naissance, pour certains, on peut déjà dire l'enfant s'il sera... avoir un pronostic en ce qui concerne sa vision. C'est ce que je peux dire en gros. Et généralement, un peu plus de 60% des enfants ont une cécité qui est liée qui est d'origine héréditaire en fait. Alors, et c'est vrai, dans nos recherches, on constate justement que parlant de ces maladies de la vue, il y a pratiquement, pour les enfants qui naissent, on parle de 65% des enfants qui naissent ont des risques d'avoir un mal des yeux parce que c'est généralement à partir des infections. Si jamais la maman est infectée, on découvre par la suite que la vue de l'enfant devient un peu sombre à partir notamment des difficultés, des manifestations que l'on observe à la suite de la naissance. Oui, ça peut exister également, mais compte tenu de ce que nous avons eu comme cas sur le plateau aujourd'hui, je préfère qu'on s'applaisantisse sur le volet héréditaire. Parce que généralement, dans notre contexte, quand dans une famille, on trouve déjà 3 personnes qui ont des soucis un peu sérieux avec la vision, on se dit c'est peut-être le voisin qui l'a fait, c'est peut-être l'oncle qui boite un peu ou qui a un peu plus de voitures que l'autre qui l'a. Donc, j'aimerais que la population ou bien que monsieur lambda puisse savoir que parmi les causes de cécité, il existe des causes qui ne sont pas liées à un microbe, qui ne sont pas liées à quelqu'un qui a fait quelque chose, mais qui sont liées tout simplement à des mutations génétiques qu'on ne peut pas expliquer de façon concrète et qui peuvent être à l'origine des cas comme ceux-ci. Et lorsque je vois tous les 3, d'ailleurs le troisième, ou bien le cadet, a su bien le dire, qu'on lui a dit que c'était la myopie et la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire, ça fait partie des dystrophies rétiniennes. C'est une pathologie oculaire qui est héréditaire, qui est rare et qui est aussi, on peut le dire, grave. Grave pas parce que ça va entraîner un décès, mais grave tout simplement parce que ça peut aboutir à la cécité. Et comment est-ce que ça se manifeste? Généralement, ce sont des patients qui nous arrivent, qui se plaignent d'avoir une vision nocturne qui n'est pas bonne. Et au fur et à mesure, la vision se dégrade
Et c'est une pathologie qui est liée à un trouble, s'il faut dire ça comme ça de façon simple, au niveau des cellules visuelles qu'on appelle des cellules visuelles qu'on appelle les bâtonnets, qui sont responsables en fait de la vision crépusculaire, c'est-à-dire que c'est dans la nuit que ça nous permet de voir mieux. Il y a donc également les cellules qui sont responsables de la vision diurne, qui sont les cônes. Mais dans la dystrophie rétinienne, la rétinite pigmentaire en particulier, ce sont ces cellules, ces bâtonnets qui sont atteints. Et à l'examen, il y a une baisse de l'acuité visuelle qu'on va rencontrer. Et puis, le fond d'œil va nous permettre de mettre en évidence des signes qui vont effectivement montrer qu'il y a une dégradation de ces cellules-là. D'accord. Alors, Dr Kamta, on aurait pu stopper le mal quand même dès la naissance, où lorsqu'on a observé, on a constaté que le premier enfant était malvoyant. Je voudrais apporter aussi, je voulais essayer de compléter ce que le docteur Wanou a dit par rapport aux étiologies, aux causes de cécité. Et il y a aussi, parce qu'elle a parlé dans le cadre de l'ophtalmo, hein, il y a aussi, n'est-ce pas, parce que la vue, la vision, n'est-ce pas, c'est l'œil, les voies optiques et puis, n'est-ce pas, le centre. Le centre, c'est le cerveau et les voies, c'est le nerf optique et les radiations optiques et autre chose. Donc, on peut avoir un enfant qui naît avec un cerveau réduit, hein, un absent de cerveau, une hydrocéphalie. Tout cela peut avoir une influence au niveau, n'est-ce pas, de tout cela. Hein, et on peut aboutir, n'est-ce pas, on peut dès la naissance déjà dire qu'un enfant, n'est-ce pas, aura des troubles graves de la vision. Bon, en ce qui concerne en réalité, dans le cadre de la famille de ces trois messieurs, je pense, comme le docteur Wanou, qu'il s'agit en réalité d'une rétinite pigmentaire, comme on dit. En réalité, c'est l'amorose congénitale, n'est-ce pas, de Leber, je pense que c'est ça qu'on dit. En réalité, dès la naissance, n'est-ce pas, comme ils disent, ils sont nés malvoyants. Dès la naissance, vous pouvez voir. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, n'est-ce pas, la vision commence à se détériorer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'un trouble génétique, dû au fait qu'il y a un défaut, il y a un problème de mutation d'un gène qui empêche, n'est-ce pas, à une substance, n'est-ce pas, un cycle n'est-ce pas, dans l'œil, n'est-ce pas, de fabriquer ce qu'on appelle un cycle rétinoïde, qui permet, n'est-ce pas, aux cellules, n'est-ce pas, de la rétine de pouvoir capter la lumière. Vous comprenez? Donc, lorsque il y a un défaut, n'est-ce pas, de ce cycle-là, l'œil ne peut pas capter la lumière. En réalité, les cellules responsables de ce captage de lumière, comme le docteur l'a dit, il y a les bâtonnets, sont pas du tout morts. Ils sont dormants. Vous comprenez? Le problème, c'est que si on les réactive à partir, n'est-ce pas, de ces rétinoïdes, et il y a dans l'expérimentation, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont récupéré un certain nombre de capacités visuelles, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ce type de traitement qu'on a pu mettre. D'où la question que je pose. C'est la question que je voudrais répondre. C'est pour prendre en charge ce genre de patients, il faut le faire très tôt dans l'enfance. Et dans notre contexte camerounais, parce que c'est en réalité, comme elle dit, c'est des pathologies qui sont en pleine expérimentation. Vous comprenez? Donc, c'est difficile, n'est-ce pas, dans notre contexte, de pouvoir déjà faire un diagnostic de rétinite pigmentaire, parce qu'en réalité, c'est des gens qui naissent souvent dans des zones où, vous savez, il manque de moyens financiers et autre chose. En réalité, c'est des pathologies qui passent, on dit que c'est des pathologies autosomiques, n'est-ce pas, et récessives. Vous comprenez? Ça veut dire que ça peut passer d'une génération
ça peut traverser une génération et reprendre une génération prochaine. Donc, ce n'est pas automatique que ça prend tous les enfants. Donc, c'est récessif. Ça veut dire que automatiquement, tous les enfants n'en souffrent pas. Ne peuvent pas souffrir de cette maladie. Ils ne peuvent pas souffrir de cette maladie. Donc, c'est ça le gros problème, c'est de faire le diagnostic, déjà au début, et ensuite, le traiter. Le traiter, c'est difficile parce que dans notre contexte, je pense que c'est pratiquement impossible. Docteur Yemi? Oui. Tout à l'heure, il y a une question qui a été posée quant à savoir est-ce que quand une femme enceinte arrive à l'hôpital, je pense qu'il devait aussi avoir un problème, docteur. Généralement, nos femmes qui sont enceintes, est-ce qu'elles suivent exactement le bilan qu'il leur est demandé à faire? On demande par exemple de faire le chlamydia, l'herpès et autres. Bon, parfois elles font, parfois elles ne font pas. Je pense que déjà, si elles parvenaient à faire exactement ce que nos confrères gynécologues leur auraient demandé de faire, ça pourrait peut-être aider. Maintenant, à la naissance, l'enfant est né, c'est la joie de la famille. Est-ce qu'il y a un suivi permanent? Parce que c'est vrai que peut-être la malvoyance ne peut pas être, je dis n'importe quoi devant vous, peut-être que la malvoyance peut ne pas être constatée au départ, mais il y a autre chose, par exemple le strabisme qui peut être vu. Si l'enfant est bien suivi, on peut voir qu'il y a un problème et immédiatement on peut le référer chez le confrère qui a des compétences afin que ce dernier puisse être épargné du mal. Oui, docteur, comme tu as parlé de l'environnement, la femme peut, je voudrais dire, accoucher dans un environnement ou dans un environnement où on n'a pas cette perception des choses. Lorsqu'elle a accouché, l'enfant est né, c'est la joie dans la famille, comme vous dites, mais on n'accorde pas une attention particulière sur certains aspects. Un enfant qui soit religieux et qui ne voit pas très bien, ça peut partir de là et on laisse évoluer la maladie. C'est ce que je disais tout à l'heure, que dès que l'enfant est né, il faut qu'il y ait un suivi. Hein? L'enfant doit, au même titre où il va faire ses vaccinations, il faut qu'il aille voir le médecin, le pédiatre, et lui, il y a, comment je vais dire ça, il y a des signes qu'on peut faire, hein, est-ce qu'il y a le réflexe de succion, est-ce qu'il y a ceci, et ça, on peut voir, attention, cet enfant a des problèmes. Et immédiatement, on le réfère chez celui qui a des compétences. Dans le cadre particulier de nos 3 frères, ce qu'on aurait pu faire, c'est que lorsque l'aîné avait déjà des soucis avec la vision, dans les autres cas, c'est-à-dire on aurait pu demander à faire voir les autres enfants pour essayer d'anticiper. Mais pour ce qui concerne particulièrement les dystrophies rétiniennes et la rétinite pigmentaire, lorsque un couple a un enfant qui a la rétinite pigmentaire, le risque d'avoir d'autres enfants qui est ça est de 25%. C'est-à-dire un enfant sur 4 pratiquement. Ce qui n'est pas négligeable. Oui, ce n'est pas négligeable. Donc, pour la rétinite pigmentaire, on ne doit pas voir ça comme si c'était parce que peut-être le suivi n'a pas été bien fait. Non, même dans les pays européens, dans les pays qui sont développés, où la science est un peu avancée par rapport à nous, ils ont le même problème. Il n'y a pas de traitement spécifique pour la rétinite pigmentaire. Tout ce qu'ils font, parce que les facteurs de risque qui sont un peu importants, c'est souvent la consanguinité. Donc dans les zones où il y a un faux taux de consanguinité dans les couples, généralement il y en a. Ça c'est une approche. On peut regarder, on peut interroger les patients, les parents de ces enfants et essayer un peu de voir. Maintenant, ils l'ont dit, en fait, ils disent que le grand-père souffrait déjà de la malvoyance. Donc, il ne voyait pas tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que ça a traversé une génération pour atteindre leur niveau, peut-être? Oui, effectivement, c'est ce que le docteur Kamta a expliqué tout à l'heure en ce qui concerne l'hérédité.
Donc la transmission peut effectivement se faire comme ça. Donc quelqu'un peut avoir l'allèle qui est récessif, il n'est pas malade, mais il peut transmettre à sa progéniture. Donc c'est un peu comme ça que les maladies génétiques fonctionnent. Mais ils ne doivent pas se culpabiliser. Moi, je dis vraiment que ce soit la maman, que ce soit eux-mêmes, ils ne doivent pas se culpabiliser, que c'est parce que peut-être on n'a pas bien suivi, c'est parce que ceci, que c'est arrivé. C'est l'évolution normale de cette maladie. On commence par ne pas bien voir, ça peut évoluer jusqu'à la cécité, ça peut ne pas évoluer jusqu'à la cécité, on peut s'arrêter au niveau de la malvoyance tout simplement. Mais on ne peut pas dire de façon carrée que oui, pour telle personne qui est à tel niveau, dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, voici, il sera à tel stade. Donc c'est un peu comme ça. Donc moi je ne pense pas qu'ils doivent se culpabiliser. Le plus important c'est de pouvoir s'insérer, se réinsérer dans la société, d'avoir une prise en charge, un accompagnement psychologique, parce que même sur le plan scientifique ça reste un challenge. Ça reste un challenge. Il y a des voies, on est en train d'expérimenter des choses, mais il n'y a pas un traitement. Quel que soit l'endroit du monde où ils iront, on n'a pas encore un traitement spécifique de la rétinite pigmentaire. Alors, c'est un cas un peu rare. Oui, on ne c'est compte rare. pas beaucoup de cas au Cameroun. Si, c'est rare, mais il y en a quand même. Je pense à une patiente que j'ai également qui a une rétinite pigmentaire et que je l'appelle affectueusement que c'est une historienne et que c'est mon amie. Elle a la faculté de l'être ici à Douala également et qui a une rétinite pigmentaire, mais ça n'a pas empêché qu'elle ait un master 2. Hein. Donc, on peut vivre avec. Tout ce qu'il y a seulement, c'est qu'à un moment donné, quand la vision baisse un peu plus, il faut commencer à s'accommoder. On doit apprendre le braille, on doit pour pouvoir s'insérer dans la société. Très bien. Alors, Bertin Tinda, on a observé que parmi ces 3 enfants, il y a un qui s'est battu quand même. Il est allé à l'école, mais il n'a pas étudié le braille. Il a été comme tous les autres, et il s'est battu, il a réussi à obtenir sa licence. Effectivement, cela démontre à suffisance que ce que nous devenons dans la vie ne découle que de nos croyances scénariques, c'est-à-dire les croyances que nous avons envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde. C'est-à-dire que les gens peuvent bien se fixer les limites en se disant que comme je suis malvoyant, les choses ne peuvent pas être possibles. Ça, ils ont raison et la vie va le leur donner. Mais s'ils pensent autrement, ils vont développer des comportements également scénariques en lien avec leurs croyances qui va leur permettre de réfléchir autrement et d'acter autrement. Je voudrais dire que nos 5 sens, nous parlons là d'un sens. On a 5 sens. Et nos 5 sens font partie de ce que nous appelons en développement personnel, en PNL, la conscience de base. Et c'est notre connexion au monde. Donc, on a le visuel, on a l'auditif, on a le kinesthésique, on a l'olfatif et on a le gustatif. Ici, on a le visuel externe qui est endommagé. Ça veut dire qu'on a encore 4 sens qui sont éveillés et on peut bien développer ces 5 sens-là. Et en dehors de ce visuel externe, on a le visuel interne qui reste encore. La preuve en est que le Benjamin, il a réussi à évoluer au niveau de l'école. Bon, il a pu mettre en exergue, travailler avec les autres sens pour obtenir quelque chose. Malheureusement, comme toute autre personne qui sont dans l'environnement, parce qu'il n'y a pas simplement ceux qui sont malvoyants qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des infirmités sur le plan kinesthésique, sur le plan auditif, même dans la conscience. Donc, le fait ici, c'est que chacun devrait pouvoir sortir de cette conscience de base pour remonter au niveau de la conscience de soi. La conscience de soi vous permet de comprendre que, oui, c'est un fait qui existe, mais moi, je peux aller au-dessus. Comment donc faire pour aller au-dessus? C'est ça le challenge. Alors, le challenge, il est donc grand. Mais on voit bien que ce sont des jeunes qui se battent. Ils veulent faire quelque chose. Chacun a choisi une activité. Lui, par exemple, le Benjamin, sans tenir compte de sa licence, et il est vendeur des accessoires, des téléphones et des récepteurs.
c'est justement ce qu'il m'a fait malgré tout, malgré les difficultés qu'il rencontre dans cet exercice. C'est justement ce qui m'a fait plaisir en écoutant ce cas, parce qu'au départ, j'ai failli, comme chaque fois quand j'arrive à Regard Social, couler les larmes dans les situations que l'on présente. Mais c'est eux tous, pas simplement Benjamin, mais aussi le grand frère qui s'exerce à la cordonnerie. Dans d'autres cieux, on retrouverait ces personnes assises au carrefour avec l'assiette pour demander de l'argent. Mais ils ont refusé cela. Ils ont refusé d'inscrire ce script dans leur ligne de vie. Parce que, vous savez, chaque jour, nous exécutons les scripts, nous exécutons un scénario de vie qui est lié à un script que nous avons écrit depuis l'enfance. Donc, croire que ce n'est pas possible pour nous, en réalité, ça nous donne des faits qui correspondent au fait à ce que ce ne soit pas possible pour nous. Donc, lui, il a refusé. Et ses amis aussi, ses frères aussi ont refusé. Et on a également beaucoup de personnes qui ont refusé, telles que Tala André-Marie, qui a refusé que cette infimité puisse venir lui faire ne pas vivre la vie qui est la sienne. On a Steve Wonder qui a vécu dans la même situation, mais c'est une icône mondiale. Ce que je veux dire à ces jeunes qui sont là aujourd'hui, c'est que c'est possible pour vous. Ça n'a pas été, ce n'est pas facile sur le plan visuel. Et effectivement, il y a les responsabilités pour ceux qui sont encore tout jeunes et qui sont en train de passer. Parce qu'on a aussi des personnes qui sont rentrées dans l'infimité visuelle à cause de la négligence. Donc, je voudrais dire, les parents doivent pouvoir savoir le but de donner naissance et non la raison de donner naissance. Parce que quand on est dans la raison de donner naissance, on fait aussi sa part d'enfant. Quand on est dans le but de donner naissance, on fait un enfant tout en sachant que je suis le responsable de l'accompagnement de cet enfant jusqu'à ce qu'il puisse réaliser ce pour lequel il est venu sur la terre. Ok. Alors, Dr Kamta, il n'y a pas que ces trois cas évoqués sur ce plateau, il y a également le cas de la petite Charline Grasse qui, tout est parti, en tout cas, elle dit sortir de chez elle le matin pour aller à l'école et au cours d'une épreuve, elle a de façon progressive perdu la vue. Oui, c'est possible. Vous savez, c'est possible de perdre la vue de façon subite. Dans les cas des AVC, certains AVC ischémiques, n'est-ce pas, par obstruction d'une carotide, ou, n'est-ce pas, certains patients qui ont des problèmes, des troubles de rythme cardiaque. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir un AVC au cours d'une petite syncope, et puis ça affecte, n'est-ce pas, les voies optiques, et puis vous pouvez perdre la vue. Vous pouvez avoir une lésion qui évolue à bruit, et puis à un moment, il réagit de façon vraiment plus violente. Dans le cas, n'est-ce pas, des tumeurs, n'est-ce pas, de l'hypophyse, la région hypophysaire, qui peuvent comprimer, n'est-ce pas, les voies optiques. Oui. Et puis aussi, je pense que certaines cécités n'ont pas de cause vraiment précise. Il y a des cécités qui n'ont pas de cause, dont on ne trouvera pas de cause. Vous comprenez? Donc pour elle, c'est de faire une IRM, un scanner ou une scintigraphie cérébrale pour pouvoir trouver effectivement quelle est, n'est-ce pas, l'origine, n'est-ce pas, de sa cécité. Alors lorsqu'on discute avec elle et on parcourt son carnet d'hôpital, on apprend qu'elle souffre d'une tumeur médulaire. Une tumeur médulaire? Médulaire. Médulaire, c'est pas possible. Médulaire, c'est la moelle épinière. C'est ce qui est mentionné. À quel niveau, je ne comprends pas. Aucune tumeur médulaire, je ne sais pas par quel mécanisme une tumeur médulaire peut entraîner une cécité. Parce que c'est cérébral, c'est crânien, ce n'est pas rachidien. Est-ce que ça peut être une erreur de diagnostic ou simplement c'est les parents qui n'ont pas maîtrisé ce qu'on a pu dire à l'hôpital? Oui, c'est ce que le patient dit, je pense. Le patient dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme examen? Est-ce qu'ils ont fait un scanner? Est-ce qu'ils ont fait un IRM? Voilà, c'est ça. Moi, je voudrais poser une question à Fabien. Oui. C'est ce qu'il a lu ou bien c'est ce qu'il a entendu? Le carnet qu'il a présenté parle justement de tumeurs médulaires. C'est pas possible. Bon,
Peut-être. Scientifiquement, c'est pas possible. Si c'est seulement une tumeur médulaire, c'est pas possible. Il peut y avoir des tumeurs médulaires qui métastasent au niveau cérébral ou des tumeurs cérébrales qui peuvent avoir une métastase parce que c'est en réalité dans le même sac, comme on peut dire. Mais une tumeur médulaire a entraîné une cécité, c'est pas possible. Pas métastase. Peut-être alors, est-ce qu'il peut y avoir une tumeur, comme vous dites, est-ce qu'il peut y avoir une tumeur médulaire et qu'il y ait des métastases? Parce que bon, comme moi j'ai toujours l'habitude de dire, en médecine, tout est possible. On ne sait pas ce que le confrère a vu à l'instant T. Et puis, donc je dis, bon, est-ce que c'est encore une voie pour pouvoir explorer un peu plus? Mais je suis d'accord avec l'aîné. Une tumeur médulaire, si elle est localisée, elle est focalisée, ça pose problème. Mais est-ce que ce serait une métastase? Point d'interrogation. Alors, par la suite, c'est qu'il y a également, ça fait 3 ans, justement, qu'elle ne voit pas se menstruer. Une précision. Oui. Si c'était une métastase, elle ne se serait pas levée pour marcher. Si c'était une tumeur médulaire, elle aurait au moins une paralysie ou quelque chose pareil, inférieur ou les 4 membres, vous comprenez. Donc je ne pense pas, il s'agit de, je ne pense pas, c'est pas le diagnostic. Quand on parle également des menstrues qui ne sont plus là et ainsi de suite, et tout cela arrive moi je pense que à la même période, 3 ans avant l'hypophyse que vers la médulaire. Mais comme on dit, ça peut être une tumeur primitive qui a métastasé. Tout simplement pour ne pas je ne crois pas entrer dans les polémiques. La moelle, il faut avoir des signes. Il faut avoir des signes. Quand il y a une tumeur dans la moelle, on a automatiquement des signes qui montrent que nous avons un problème au niveau de la moelle. Et il ne peut pas métastaser sans que les signes ne se présentent. Je pense que si elle a des troubles, comme vous dites, des menstrues, n'est-ce pas, elle peut avoir même des problèmes, n'est-ce pas, de lait, ça, le roulement de lait, ça peut être une tumeur de l'hypophyse, un adénome de l'hypophyse, donc qui produit tout ce genre. Est-ce que la vision, est-ce qu'elle a consulté un ophtalmo qui a parlé de la vision, n'est-ce pas, périphérique ou autre chose? Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir faire le diagnostic, qui même, n'est-ce pas, définitif, n'est-ce pas, de sa cécité. Alors, les questions. Parcouru ces carnets, on observe qu'il y a plusieurs formations sanitaires qui ont été fréquentées par cette fillette. Mais jusque-là, est-ce que ça peut être une mauvaise lecture ou alors une mauvaise écriture ou simplement une mauvaise interprétation pour comprendre exactement ce qui lui est arrivé? Moi, je pense qu'il s'agit d'une mauvaise orientation du patient. Est-ce que le patient a consulté les spécialistes concernés par les signes ou les symptômes qu'elle présente? C'est ça le problème. Est-ce qu'elle a vu un ophtalmo? Est-ce qu'elle a vu un neurologue déjà? Est-ce qu'elle a vu, vous comprenez? En réalité, quand vous orientez, le malade peut parcourir 20 ou 30 hôpitaux. S'il ne trouve pas la personne, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, dans son domaine, ce sera difficile. Je pense que c'est pas le carnet qui parle, c'est les médecins qui ont, n'est-ce pas, consulté cette patiente, n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, de l'évolution de sa pathologie. Dr. Yemi? Oui, je ne sais pas, est-ce que c'est elle qui a dit qu'elle est passée à Achai? Autre c'est elle? Bon, je pense que tous les deux confrères sont en train de se donc il y a quand même quelque chose. Bon, tout compte fait, je pense, sans que je me trompe grandement, que c'est une malade pluridisciplinaire. Absolument. Donc il y a le neurologue à voir, il y a le gynécologue à voir, il y a l'ophtalmologue à voir. Parce que c'est pas je m'excuse un peu, docteur Kamta, pour un peu passer du coq à l'âne. Il y a certains de nos collaborateurs qui font des échographies. Ce sont des infirmiers qui font des échographies. On les appelle échographes. Voilà. Mais en fait, ils n'en sont point. Donc je voulais dire que est-ce qu'on est allé voir un spécialiste, n'est-ce pas, un vrai ophtalmologue pour pouvoir poser le diagnostic et faire des examens idoines. Donc il faut, comme vous le savez bien, elle peut avoir fait le tour du dispensaire de Nilon, dispensaire de
dispensaire de Bonabéry. Mais est-ce qu'elle a eu la chance de rencontrer un vrai ophtalmologue? C'est ça la question. Je pense que si j'ai bien suivi, elle a dit qu'elle est passée à l'hôpital général. Elle est passée à Acha. À Acha, quand même, Acha, c'est l'une des structures quand même de référence pour ce qui concerne l'ophtalmologie. Il y a des ophtalmologistes là-bas qui travaillent très bien. Donc, je ne remettrai pas beaucoup en question ce qui a été peut-être dit. Peut-être la patiente n'a pas bien compris. Et parfois aussi, le fait de vouloir écouter ce qu'on veut entendre. Parce que elle nous a bien dit qu'on a parlé de la chirurgie. On sait que dans notre contexte, que la chirurgie n'est pas toujours facilement acceptée. Quand on dit à un endroit X que c'est la chirurgie, il faut qu'on aille quand même regarder à l'endroit Y si on aura toujours la même version des faits. Et généralement, quand on arrive à l'endroit X, Y, on ne dit pas qu'on était à X. Et on est encore dans le processus du recommencement. Donc, on redemande les mêmes examens et parfois les parents n'ont pas forcément les moyens pour aller encore reprendre les examens. Ça prend du temps, ils vont encore ailleurs. Donc, le circuit du malade dans notre contexte pose un grand problème du fait de l'assurance que nous n'avons pas. Donc, du coup, très souvent, quand les parents n'ont pas de moyens, ils vont même parfois chez le marabout d'à côté pour voir si celui-là ne peut pas trouver une solution. Alors, j'ai pu obtenir un document qui vient justement du patient ou de la patiente. Vous voyez bien qu'il s'agit de l'hôpital général de Douala. On parle de tumeurs médulaires. Oui, je pense qu'ici, il s'agit d'une erreur. Une erreur. Parce qu'à l'hôpital général, ce n'est pas le médecin qui fait le devis et qui met le diagnostic. L'infirmière qui le fait a dû confondre, au lieu de mettre tumeur hypophysaire, elle a écrit tumeur médulaire. Je pense qu'il s'agit d'une tumeur médulaire. D'accord. Hypophysaire. Il s'agit d'une tumeur hypophysaire, pas d'une tumeur médulaire. D'accord. Ça peut être, c'est donc une... Oui, c'est une erreur d'écriture. C'est plutôt hypophysaire. Très bien. Alors, mais Dr Ngouanou, vous qui êtes ophtalmologiste, et davantage pour comprendre aussi, je vais insister sur cette question. Comment est-ce qu'elle peut être en train de lire ou en train d'écrire et subitement elle perd la vue? Est-ce qu'il y a des causes au départ? Est-ce qu'il y a des facteurs qui ont contribué à ce que cela arrive? Oui, il peut y avoir des facteurs qui ont contribué. Il faut d'abord essayer de voir au niveau de la patiente. Est-ce qu'avant, elle n'avait pas déjà des plaintes du genre des céphalées et autres choses qui existaient, qui allaient et qui venaient, ou alors qu'elle prenait le paracétamol, comme on dit, pour calmer, et ainsi de suite. Avant que ce jour-là, par exemple, face à l'épreuve, il y ait quelque chose de spécifique qui se soit passé. Peut-être pas forcément sur le plan physiopathologique, mais parfois aussi même sur le plan psychologique, ça peut se passer. Donc, moi je pense que dans le cadre surtout aussi des tumeurs, où il y a une compression des voies optiques, ça peut arriver. Peut-être pas de façon aussi brutale, mais ça peut arriver. Ça peut arriver lorsqu'il y a une compression, de se retrouver dans une cécité. C'est possible, qui peut être unilatérale ou bilatérale en fonction du degré d'évolution ou du degré de compression de la tumeur sur le chiasma. Docteur Yemi, quelle est la lecture que vous faites de ce geste quand même? Je pense que, docteur, quand a dit, ce sont les choses qui arrivent fréquemment. Vous êtes même au bureau, vous pouvez être au bureau et subitement vous perdez la vue, vous voyez un brouillard et aujourd'hui avec les AVC que nous attrapons de part et d'autres, ça c'est pas seulement chez les enfants, même chez les personnes, même chez les adultes. Hein. Très récemment, il y a un de mes parents qu'on a trouvé chance, il était au bureau, il est tombé, il ne voyait plus. Docteur Ngouanou, vous êtes ophtalmologiste. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre finalement pour le cas de Charline Grasse, par exemple? L'espoir fait vivre. Donc,
Charline et ses parents ne doivent pas désespérer. La prise en charge, le diagnostic a été posé. Elle est sur Regard Social qui est une bonne adresse, et je pense que la population va l'aider pour qu'on puisse trouver une solution avec l'aide des professionnels de la santé. Très bien. Et Dr Kamta, il y a justement, il faut accompagner Charline Grace. Son diagnostic a été posé. On parle pratiquement d'1,5 million francs CFA pour sa prise en charge. Elle est issue d'une famille, on va dire, pauvre, pour ne pas être violent. C'est une question difficile que vous posez là. Que faire? Je pense que la bonne adresse était de passer déjà à Regard Social. Et je pense que les Camerounais du Cameroun et de l'étranger ont toujours eu, n'est-ce pas, une main, n'est-ce pas, pour pouvoir aider tous ces personnes souffrantes et démunies. Et je pense que le service social, n'est-ce pas, devrait, n'est-ce pas, vous emboîter le pas dans ce genre de situation, que les hôpitaux, qui sont des hôpitaux des Camerounais, puissent pouvoir gérer ce genre de patients sans demander le moindre centime, parce que c'est les hôpitaux des Camerounais. Et quand il y a des indigents, tout le monde voit que c'est des indigents, il faudrait que l'État puisse prendre en charge ces patients à 100%. Parce que la souffrance, la douleur n'est pas une personne. Voilà. C'est pour le cas de Charline Grace et les 3 frères qui sont aujourd'hui, qui n'ont jamais vu normalement depuis la naissance, parce qu'ils sont malvoyants et d'autres sont même déjà non-voyants. Ils l'ont dit sur ce plateau. Pour les 3 frères, comme nous l'avons déroulé au cours de cette émission, nous savons que c'est des pathologies qui sont dégénératives, ça veut dire qui se dégradent avec le temps, et c'est des pathologies génétiques, ça veut dire que c'est dans le plus profond de soi-même, c'est-à-dire que dans ce qui fait l'homme, l'être humain. Donc, actuellement, je ne pense pas qu'il y ait des solutions miracles actuellement, mais il y a des perspectives quand même, n'est-ce pas, d'espoir, n'est-ce pas, actuellement, dans la recherche par rapport à ces pathologies génétiques. Par exemple, comme le docteur Wanou ne mentirait pas, les thérapies géniques, n'est-ce pas, et puis aussi dans l'informatique, dans l'électronique, il y a des puces, n'est-ce pas, rétiniennes qu'on implante, n'est-ce pas, dans la rétine, et pour pouvoir permettre à ces malvoyants de pouvoir voir au moins, n'est-ce pas, une ombre ou, n'est-ce pas, un peu de lumière. Je pense que c'est la lumière qui est l'espoir de demain. C'est dans la recherche actuellement qui avance vraiment à grands pas. Je pense que ceux qui viendront après leur descendance, on a espoir qu'ils vont trouver, n'est-ce pas, femme à leur par rapport à leur qualité d'homme, qui donneront, n'est-ce pas, des petits-enfants, et que ces enfants-là bénéficieront, n'est-ce pas, de ce que la recherche est en train d'évoluer actuellement sur le plan, n'est-ce pas, médical. Très bien. Docteur Yemi, nous sortons de cette phase. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pense que Dr Ngwanou, Dr Kamta ne me démentirait pas que c'est un peu ce que l'on pourrait appeler des maladies rares. Bon, alors parce que c'est des maladies rares, et Dr Kamta l'a si bien dit, je ne trouve pas correct qu'on puisse demander 1 centime à ce genre de patients. Ça devrait plutôt interpeller, n'est-ce pas, tous les confrères qui sont dans la spécialité à pouvoir faire des recherches et apporter un soutien, surtout à cette petite Charline, quoi. Charline Grace. Charline Grace. Et quant aux 3 autres frères, ils ont dit des choses qui m'ont écœuré. Ils passent, on leur pose des crocs en jambes. Je pense que l'État devrait prendre en charge ce genre de personnes qui sont
des entités à part entière. Donc il y a le ministère des Affaires sociales qu'on essaie un peu de voir comment est-ce qu'on devrait les intégrer. Hein, parce que ils n'ont pas de canne blanche. Ils n'ont pas de canne blanche, ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas, à leur, je dirais, à leur âge, si je puis dire comme ça, parce que plus de 25 ans, plus de 30 ans, c'est déjà des chefs de famille, quoi. Donc, ils sont utiles à la société. L'autre qui est coordonné, il se bat. Donc, il est utile à la société. Donc, on doit essayer de l'encourager, trouver les voies et moyens pour qu'il soit, comme je l'ai dit au départ de mes propos, qu'il soit autonome. Et quand on n'est pas autonome, c'est vraiment difficile. Très bien. Alors, Bertin Tinda, nous sortons de cette émission. Ce sont des battants, malgré leur handicap. Ils peuvent bien faire des choses quand même. Oui, effectivement, ils peuvent bien faire des choses. Et le souci, c'est qu'au sortir d'ici, que la situation puisse changer d'une certaine façon. Je parlerai à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau individuel. Parce qu'on dit, le médecin, il soigne et Dieu, il guérit. Donc, Dieu, ici, on pourrait parler sur le plan social du subconscient. C'est-à-dire qu'il doit d'abord, dans un premier temps, croire en sa guérison. C'est ça qui lui apporte de l'espoir de vie, déjà. Ça, c'est le premier point. Et je pense que ce soit la fille, que ce soit les autres garçons, ils ne s'abandonnent pas à leur sort. Ils sont là, ils sont bien portants. De toute façon, mis à part le mal visuel. Le deuxième point, ce serait au niveau de l'environnement. Je pense que si nous restons tous à dire il faut que les gens agissent, franchement, on n'agira pas. Parce que la première personne à agir, c'est nous. C'est-à-dire que c'est tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Celui qui tendait les pieds quand le monsieur passait pour renverser le malvoyant, ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas l'administration, c'était un individu. Il faut que l'on sache que quand nous recherchons l'indépendance financière, c'est pour 2 points. Le premier point, c'est pour vivre, c'est pour ne pas dépendre des gens. Et le deuxième point, c'est pour aider les autres. Donc, il est anormal que chaque être humain, qu'un être humain puisse avoir, je dis n'importe quoi, mettre 3 milliards de côté et que les uns et les autres soient en train de mourir comme ceci. Voilà, c'est pas acceptable. Et ensuite, le commun du mortel, on a comme impression que chaque fois, on dit, on accompagne les malvoyants, on les accompagne à se plaindre sur leur sort. Et ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que avec cela, ils s'apitoient et ils se disent que tout est fini pour eux. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ça pour sortir. Le troisième point, c'est au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. C'est anormal que l'on puisse mourir à petit feu de cette façon. C'est anormal que, n'ayant pas choisi de naître, avec cette infimité, que l'on puisse passer toute sa vie comme ça, alors que l'on pourrait faire quelque chose. J'interpelle donc à ce niveau le gouvernement, les politiques, pendant que nous développons le plan, le plan, ou bien comment j'appelle ça, pendant qu'on développe son projet de société, il faut que l'on pense à y introduire un projet social qui puisse accompagner chaque être humain à pouvoir être au moins au minimum en santé afin de vaquer à ses occupations. Très bien. Je voudrais vous dire merci d'être venu sur ce plateau, partager avec nos chers téléspectateurs et nous invitons tous ceux qui regardent très souvent ce programme et même encore ce soir, d'avoir la main sur le cœur, de pouvoir soutenir ces jeunes qui sont passés sur ce plateau, des enfants d'une même famille, 3 au total, qui souffrent d'une même pathologie et avec le temps, la situation se dégrade en même temps et on pourrait trouver des solutions, y compris le cas de la petite Charline aussi, qui est âgée de 18 ans et qui voudrait retourner à l'école après avoir connu ce désastre qu'elle a pu rencontrer alors qu'elle était en plein cours. Merci également d'avoir été des nôtres. Et je vous invite cette fois sur un autre cas social, comme il est de coutume dans ce programme avant de partir, présenter les situations des uns des autres, des cas qui sont déjà en cours de prise en charge. Nous vous présentons le cas de Merveille, qui souffre d'un cancer du visage. Juste après, nous allons accueillir sur ce plateau Irène Tembe.
Aidez l'enfant. Oh, maman. Aidez-moi, maman. Aidez-moi, regardez l'enfant. Seigneur, faites pas qui j'ai fait de vous aider ça. Pitié, dans tes seins, m'amenez-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, aidez-moi. Regardez l'enfant sourd. Aidez-moi, je ne peux rien faire, Seigneur, aidez-moi, s'il vous plaît. Des pleurs qui inondent cet espace sont dus à la maladie qui a défiguré la petite Merveille, 11 ans. La fillette a perdu le sommeil à cause de la tumeur qui la traumatise depuis l'âge de 8 ans. Pourquoi? Aidez-moi. Cette année-là, tout est parti d'une douleur dentaire qui a mis fin à ses études et ouvrir la porte à la souffrance. Tous les jours, elle pleurait, maman j'ai mal à la dent, maman j'ai mal à la dent. Je dis que ouais, on va le faire comment? Je donne le cachet de calmant, ça ne baisse pas. Je suis allée à Bingo, j'ai expliqué le problème. On a dit qu'il faut arracher, comme elle pleure beaucoup, il faut arracher la dent. Dès qu'on a arraché la dent, ça va baisser la douleur. On a donné quand même. Une semaine après, la joie a commencé à gonfler. La souffrance de la petite Merveille n'épargne pas les membres de la famille. Les membres de la famille qui ne cessent de pleurer parce que la douleur est atteinte. Cette famille pleure. Elle pleure parce qu'elle est à bout de souffle, car la solution à la maladie de Merveille peine à être trouvée. Le périple engagé pour comprendre les raisons de la maladie de Merveille a connu son escale idéale à l'hôpital La Quintini de Douala. Je suis allée à La Quintini, on m'a demandé, on a consulté tout le conseil, on a que c'est un début de tumeur de cancer. Qu'il faut faire le scanner, on a donné le papier, je n'ai pas pu faire. Le traitement était tellement fort cher, on a que ça va aller, mais ces traitements sont chers. Les produits étaient les 20 000, chaque boîte était 20 000, on produit chaque 2 semaines, c'était 100 000. Le rendez-vous, après 2 semaines, on a arrêté 100 000 pour aller au rendez-vous pour le traitement. On a suivi le traitement pendant 3 mois. Au fil du temps, la maladie s'est aggravée. Le visage n'a cessé de prendre du volume. Et parmi les éléments qui constituent la prise en charge, il y a la chimiothérapie. Cet autre traitement administré aux patients victimes du cancer n'a pas solutionné le cas de Merveille. Merveille qui a passé plusieurs mois internée dans une formation sanitaire dans la ville de Bamenda, c'est dans la région du Nord-Ouest. Les séances de chimio, ça n'a pas rapporté quelque chose à l'enfant. Si ça rapportait, c'est qu'on ne devrait pas renvoyer l'enfant sur Douala, parce que ça n'allait pas. Le docteur a dit qu'il ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas. Qu'on fait rentrer l'enfant à Douala. Et quand ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de supporter. Donc je supporte comme un homme. J'ai dit que bon, j'ai compris. La chimie, oui, c'est là-bas qu'on a commencé la chimie en temps, fin décembre, début janvier. Oui, quand on a commencé la chimie, ils ont fait presque encore 1 mois sur place. Il n'y a pas de changement. On a dit qu'on rentre ici. La famille est désemparée. L'espoir de voir la chimiothérapie résoudre le problème de Merveille s'est estompé. Si on donne lundi, non, on va dire que donner encore l'autre lundi. Donc on donne, ça fait 1 semaine, on donne. Je suis arrivée là, on m'a dit que je vais faire 3 semaines. Pour les chimios là, non. Bon, on a donné. Le jour là, je pars pour qu'on fait l'examen. On fait l'examen. On dit, madame, ça n'a pas donné. Le 3e jour, on a fait. Je dis que bon, comme ça ne donne pas, je vais faire comment? Ça n'a pas changé. Le docteur a dit que ça ne donne pas sur son corps. C'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai dit que oui, papa, j'ai compris. Même sur son carnet, tu vas voir l'examen qu'on fait. On dit que pour que qu'on te met les chimios là, il faut que tu aies 2 seins, 3 seins. Au sein de l'opinion publique, la chimiothérapie semble être un gouffre à sous qui ne solutionne pas tous les cas de cancer.
La chimio, c'est une méthode médicale qui permet de brûler les cellules cancéreuses. Je n'ai encore vu personne guérir de la chimio. Au contraire, quand on fait les cheveux chutent, le corps déprime, ça fait des choses, mais à la fin, je n'ai encore vu personne guérir de la chimio. Une dame qui était aussi malade, plusieurs chimios, mais ça n'a rien donné. Elle a eu un autre traitement palliatif ailleurs. Et puis cette petite fille, vraiment c'est chaque jour, depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital, malgré toutes ces séances de chimio, après 2 jours, elle est autrement. Donc quand vous la voyez vraiment, vous sentez que ça ne va pas, ça ne va pas. On m'a dit que la chimio, ça traite la maladie qui est sur l'enfant, mais je ne vois pas le changement sur ma part. Je prie vraiment les hommes de bonne volonté de venir en aide à cet enfant, parce que ce n'est pas mon enfant à moi seul. On ne sait jamais le lendemain. Oh, je suis vraiment dépassé, je suis comme ça, je suis dépassé. Sauf franchement dépassé, s'il vous plaît, aidez-nous. Pardon seulement. Moi-même, ça m'aide depuis 5 ans que je souffre le pied. Ça ne finit pas. Je monte et descends le pied. Je me suis interné à Dibamba à l'hôpital. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. La chimiothérapie est-elle la solution aux tumeurs cancéreuses? Quelles sont ses limites? Regard Social se penche sur le sujet avec le concours. C'est le cas de la petite Merveille, Merveille qui souffre d'un cancer du visage. Elle est âgée de 11 ans. Elle est déjà en passe d'être prise en charge depuis son premier passage sur ce plateau. Et, merci déjà pour ceux qui ont commencé à contribuer et qui vont d'ailleurs aussi contribuer pour elle. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Le cas de Merveille, que devrait-on savoir? Ce qu'il faut déjà retenir, chers téléspectateurs, c'est que notre petite Merveille est déjà en clinique. Elle a déjà commencé, la prise en charge, le traitement a déjà commencé. Et nous espérons par la grâce de Dieu qu'elle retrouvera bientôt le sourire. Depuis le 28 février, les différentes contributions qui ont été perçues à son encontre sont les suivantes. Oscar de Banga Bakoko, 2000 francs. Une chrétienne de Coco de Bafoussam, 5 000. Maman Voula, 5 000. Monsieur Abesolo, 5 000. Aimé, 50 000. Mazigi Marie Noël, 5 000. Depak Punjabi, 10 000. Bienfaiteur, 5 000. Kitio, 10 000. Mutuel Balako, 2 000 francs. Olivier Njor, 15 000. Le président de la mutuelle de Isakam, 10 000. Bienfaiteur, 5 000. Un couple, 5 000. Emilienne, 5 000. Béatrice, 2 000. Vonfo Guylaine, 5 000. Narcisse, 1 000 francs. Bienfaiteur, 10 000. Léopold Simo, 3 000. Bama, 10 000. Famille Ayantia, 10 000 francs. Yamdieu Emilien de Bepanda, 2 500. Endale Lydienne, 5 000. Les femmes vélées de Ndouala, 50 000. Inconnus, 10 000. Famille Choupé, 2 500. Virginie Mesacho, 500 francs. Ma S de Limbe, 20 000 francs. Tongo Marcel Aimé, 50 000. Feudzo Joseph, 3 000. Madame Mengzi Abanté, 5 000. Famille Kena, 40 000. Âme sensible de Cousserie, 2 000. Morigno de Limbe, 20 000. Papa Janvier de Pécados, 2 000. Madame Tanque Antoinette, 5 000. Bienfaitrice de Makepe Moussoke, 3 000. Chrétienne bienfaitrice de Doualaba, 10 000. Madame Tchekwa Pauline, 6 000. Sabine Ruth Cuissou, épouse Fopine, 1 000 francs. Bienfaiteur, 2 000. La famille Mekoncho, 5 000. Brice Fongo, 500. La famille Tabé, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Pascal Karine Watsop, 2 000. Carole, 20 000. Monsieur Fotsine, 10 000. Kwekam Philippe Abafoussam, 15 000. Djamilamba, 1 000 francs. Émeraude de Ngaoundéré, 20 000. Stéphane DJ, 3 000. I am a child of God, 2 000.
Bostiken 2 000, Junior Donfac 3 000, Boudgue Sorbo 4 700, une bienfaitrice d'un Consamba 4 500, Wena Wang Lankis 1000 francs, Chofen 700, Esomba 300, Natantang Badang 2500, Léo Shin Marceline 2000 francs, Flore de Yaoundé 2000 francs, la famille Bakayoko 14 500, Monsieur Élisée Tende 5000, famille Eka 2000, bienfaiteur 70 000, Madame Azafak 5000, Wambo Sylvain de Liberman 5000, Kamdem Justin du marché Ekounou 20 000, Ngasson Maricole 12 000, bienfaitrice 5000, bienfaitrice 500, Duntou Véronique de Consamba 3 000, famille Lobo Teudi 5 000, Mousseline Family 3 000 francs, couple MB 5 000, Djouadi Wandou Viviane 1500, anonyme 2 000, bienfaitrice 1000 francs, docteur Pamas 1000 francs, famille Baïha Basak 5 000, Angéline B 70 000, Djoubissi 10 000, bienfaitrice 3 000, Idriss 1000 francs, bienfaitrice 2000, inconnu 2500, Crescence 1000 francs, Zanzoué Fotso Sylvain Lebrun 10 000, Poumale B Raoul 2000, une étudiante de Bolova 1600, Richard D 20 000, anonyme 5 000, Sonia Kemajou 1000 francs, Laurence Flondormo 5 000, Atme Menunga de la Côte d'Ivoire 4 750, une bienfaitrice de Terminus Bonamoussadi 1650, Bristio Takuete 2700 francs, une bienfaitrice de Konsamba 4 000, une chrétienne de Mokolo Yaoundé 3 000, une bienfaitrice de Bafoussam 3 000, les collègues transporteurs de la direction des douanes Carrefour Arnaud 93 000, une chrétienne Bombo Anna 10 000, Nke Vincent de Bamenda 5 000, un monsieur de Yaoundé 2 000, famille Pougoué Chapi 3 000, Djandi Api Gaël 15 000, les reines de cœur et WhatsApp et Facebook 85 000, Louise Keza Beyas 1000 francs, Adamou Ibrahim 5 000, anonyme de la cité Sikh 30 000, une chrétienne Bombo Anna 10 000, Diboma 5 000, effet voyant 1000 francs, Monsieur Fouadine 2500, Monsieur Mvoufo 2000, bienfaiteur 1000 francs, Émilie 5000, Joshua Mué Akap 1000 francs, Assemblée Plante de Gloire 5000, une chrétienne de Kopchou à Bafoussam 5000, Madame Poichoua Christine 5000, une chrétienne 500, bienfaiteur 20 000, Pierre Swop 2000, Adeline Hortense Yumbi Bougni 5000, Herman Gemo Mekam 1000 francs, Kenfak Boris Donald 500, Pauline Silien Boukwedi 5000, Bernadette Nkadjon Diogwe 2500, Youchaou Ismaël 950, Rachone Mokam 1000 francs, William Christian Foné 2000 francs, Arnold Maxime Kenfak Gimka 500, Dieudonné Kamdem Fega 2000, Mba Nadèche Essen 200 francs, Yannick Chofen Fengem 300 francs, Nakwenti Léonard 2000, Philippe Lionel Azegangemo 1000 francs, Jean Bosco Tchachouan 30 000, Joël Stéphane Thiedeux 500, Sylvain Walter Fosso 1000 francs, Marlise Suzanne Tadjessé épouse Ngacha 10 000, Henri Tagne Tekam 5 000, Modeste Tonto Tadjan 4 000, Nadine Blanche Chouadi 1000 francs, Aboubaka Sidik Ndinchou 5 000, Nelvin Fondi 2 000, Cécile Gladys Simeux 1000 francs, Lyon Dino Mokube 2 000, Daline Gounou 1000 francs, Nga Mako Gendele 10 000, Françoise Ngandem 1000 francs, bienfaitrice 5 000, famille Tala à Douala Makepe 100 000, André-Marie Boucherie Maché Dakar 10 000, Madame Podjen Djongam Liliane Nelly de Bafoussam 5 000, Fotso 10 000, Monsieur Hans 30 000, Kamdem Thierry 5 000, famille Totum 23 000, Thérèse Linda de PK10 2 000, Gilbert Parfumerie Carrefour Oyaka Balmayo 10 000, Choupo Foche Bedel 2500, Stella 15 000, Madame Téné Ariane 11 150, Fanta 2 000, Poiga 10 000 francs.
Ndjakungacha 50 000, Ngeja 2500, Fochu 3 000, Djonko 10 000, Fonou 2 000, Fofé 1000 francs, Ndimeli 1000 francs, Zobo Tatiana 500, Modeste de Bamenda 4000 francs, La Fille de Dieu du Gabon 15 000, Ipouk Iron Nancy Nicole 20 000, Njosi 2 000, Chaye Sene 5 000, Nubisi 5 000, Biadje 5 000, Kameni 5 000, Ndjashimu 5 000, Koteriyama 3 000, Papa Conchou 5 000, Gustave 30 000, Groupe caritatif Les 13e Apôtres 25 000, Madame Fodje Christiane 3 000, Gabi Leque 5 000, Prosper de la Guinée équatoriale 5 000, la famille Belle de Souza 6 000, Bienfaitrice de Bonakwamwa 2 000, famille Fopa 5 000, Madame Nemale Odile 5 000, Bienfaiteur de Yaoundé 100 000, Madame Abetsa 5 000, famille Feuillou 3 000, Bienfaiteur 9 900, Bienfaitrice de PK17 2 500, Hélène Diapayanze 53 992 francs. Monsieur Fong 40 000, Bienfaiteur d'Italie 19 745 francs, William Captieux 5 000, Bienfaiteur 3 000, Bienfaiteur de la diaspora 42 000, Gérard Djakou 50 000, Âme de bonne volonté 10 000, Yonta Duntieu 2 000, Ngekem 1000 francs, une chrétienne à Forêt-Bas 3 000, de la part d'un chrétien 10 000, Madame Bordelimbe 9 000, un apôtre de la divine miséricorde 5 000, Association des femmes mi-filles Tadjeu de zone de recasement 50 000, Anonyme 5 000, Bienfaiteur 20 000, Yumbi Manuela 3 000, Stéphane Eyango 2 000, Blanche Flore 5 000, Les Hommes de foi 8 600, Matagne 2 500, Fanka Germaine 5 000 francs, Tinjon Mathieu 10 000 francs, Monsieur Voufo 2 000, Cazelin Tinda 1000 francs, Jessica Muji 1500, Clarisse Kade Kwekam 2000, Reine Tachoyo Yumosi Atangana 2000 francs. Ajouté à cela, nous avons reçu le don de la part d'un bienfaiteur. Il s'agit de Monsieur Obé de Yaoundé qui a fait un don de 2 millions de francs CFA pour le cas de la Petite Merveille. Et il faudrait déjà signaler, chef Lavien, que Monsieur Obé est en train de suivre minute par minute le cas de la Petite Merveille. Il est au parfum de tout ce qui se passe actuellement à l'hôpital parce qu'il y tient vraiment à cœur. Nous remercions déjà les âmes de bonne volonté qui ont bien voulu, contribuer parce que actuellement le montant total est de 3 267 542 francs CFA pour le cas de la Petite Merveille. Il est également à noter, chers téléspectateurs, que Equinox Télévision et Regard Social en particulier, les numéros de téléphone qui sont reconnus officiellement sont les numéros qui sont affichés sur le bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16, et que tous les parutions que vous recevez actuellement sur Facebook, Equinox Télévision décline toute responsabilité sur la page Facebook qui actuellement est en train de demander à nos chers âmes de bonne volonté de contribuer via les numéros qui s'affichent sur Facebook actuellement. Donc, ce sont les numéros 690 50 50 94 qui sont les numéros officiels d'Equinox de Regard Social. Et nous avons une page cas social. Vous allez tout simplement sur Facebook, vous tapez cas social de Regard Social. Vous aurez toutes les informations sur vos différents cas sociaux. Chers bienfaiteurs, chers téléspectateurs, soyez vigilants et regardez bien les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran quand vous souhaitez effectuer un don pour vos cas sociaux. Très bien. La précision en valait la peine. On voit bien que les réseaux sociaux sont envahis par les images des différents cas sociaux avec des numéros de téléphone qui n'ont rien à voir avec des numéros présentés au bas de votre petit écran dans le cadre de cette émission Regard Social. Et la précision en valait la peine. Irène, nous oui. il y a une autre enveloppe. Tout à fait, il y a une autre enveloppe. Merveille n'était pas toute seule sur le plateau ce jour-là. Nous avions également la petite Indira
qui était déjà un cas social de l'émission, qui avait encore besoin de votre soutien. Vous avez répondu, la machine de la solidarité a été mise en marche et M. Obé de Yaoundé également a aussi soutenu la petite Indira avec le montant de 310 000 francs CFA. Et actuellement, les contributions de la petite Indira s'élèvent à un montant de 633 250 et nous vous rassurons déjà, chers téléspectateurs, qu'elle également est déjà en clinique. Elle a recommencé les examens et bientôt nous aurons des très bonnes nouvelles venant de la part de la famille. Merci. Merci à vous, Irène Tembe. Merci également à tous ceux qui contribuent, qui ont la main sur le cœur, qui ont qui ressentent la même douleur que les cas sociaux, les différents patients qui passent sur ce plateau. Nous vous disons merci. Merci également. Nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs pour jeudi prochain pour la suite des contributions, pour la suite de la lecture des contributions. Et nous continuons toujours à vous dire, soyez vigilants, chers téléspectateurs. Les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont les numéros de Regard Social. Nous déclinons toute responsabilité face à toute publication qui est faite sur les réseaux sociaux et qui ne correspond pas au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Merci. Merci à vous donc. Merci également à Georges Mitterrand-Dam, Eric Watat, Dani Orarenze, qui est le réalisateur de ce programme. Merci à Séverin Tchumba, Zéphirin Ngondi, qui est donc à la diffusion. Nous allons dire merci à Samuel Tchoufa, le chef opérateur de ce programme, et surtout au public qui est toujours là tous les jeudis soirs avec nous. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Flavien donc.